à vous tous et bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes pour notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité. À l'ordre du jour de cette semaine, une question, liberté et sécurité, peut-on choisir? Les députés examinent ces jours-ci un projet de loi. Son but, recourir aux nouvelles technologies informatiques pour mieux prévenir et réprimer la délinquance, notamment à travers ces nouvelles dérives criminelles et ces nouvelles formes. La tranquillité des personnes justifie-t-elle cet arsenal technologique? Ce projet menace-t-il les libertés individuelles? Doit-on désormais se préoccuper de techno-éthique, comme on s'occupe de bioéthique? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec l'aide, comme chaque semaine, d'éditorialistes de médias chrétiens. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jean-Luc Mouton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'hebdomadaire protestant Réforme. Émeric Pourbet, bonjour. Bonjour Dominique. Vous êtes directeur de l'information à Radio Notre-Dame. Alors, avant de vous donner la parole à tous les deux, je vous propose un premier point de vue. C'est celui de Jean-Paul Vitran, qui est responsable du groupe informatique et liberté, qui est à la Ligue des droits de l'homme. Je vous propose d'écouter ce qu'il pense de ce projet de loi gouvernemental. Vous allez voir, et je pense que vous allez réagir. On regarde ces images. C'est un reportage signé Sybille Delettre. C'est une loi tellement confuse et tellement fourre-tout que ça va être extrêmement compliqué. On commence par l'informatique, on passe par la vidéoprotection, on y reviendra tout à l'heure, on va pour la délinquance soi-disant routière, les renseignements, la police municipale, etc., etc. Donc c'est une vaste loi où un fourre-tout, moi je dis que c'est un fourre-tout législatif. Là, nous ne sommes plus dans les textes fondamentaux. Depuis 1789 et la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, un certain nombre de bases ont été mis à plat de façon à ce que les individus puissent vivre en liberté et pouvoir circuler librement, s'exprimer librement. Aujourd'hui, on est en train, tous les jours, des fichiers naissent tous les jours, des fichiers qui sont même mis en place en dehors de la loi. Tout ça naît tous les jours, qui sont des atteintes aux libertés et aux droits fondamentaux des individus. Il va être mis à la demande d'un juge d'instruction à l'intérieur d'un ordinateur. Mais c'est destiné à quoi? Ça peut très bien aussi être destiné à faire de l'espionnage de gens qui ne sont pas en odeur de sainteté par rapport au pouvoir, par rapport à des syndicalistes, par rapport à des hommes politiques d'opposition ou tout à fait autre chose. Un mouchard dans un ordinateur, non. Bon, et la vidéoprotection, on peut revenir dessus. Protection des bâtiments publics, ok. Mais pourquoi sur le boulevard Voltaire à Paris, on veut en mettre beaucoup? Vous savez ce que c'est le boulevard Voltaire? C'est le boulevard des manifestations parisiennes. Alors, est-ce que là on va protéger les bâtiments? Qu'est-ce qu'on va faire? Protéger les bâtiments ou simplement surveiller les manifestants? Voilà. Le vrai risque, c'est celui-là. C'est celui que ce texte de l'Olofsi 2 ne soit pas le dernier et qu'on aille encore plus loin. Sous prétexte qu'il s'est passé telle et telle chose, et sous prétexte qu'il y a le terrorisme, sous prétexte que les gens ont besoin du risque du principe de précaution, et ils ont cette peur du risque zéro, etc. Donc c'est ça notre... Et ce texte-là, c'est un texte liberticide, de toute façon. Donc s'il est adopté, eh bien ça va rogner une partie des libertés de nos concitoyens. Alors, naturellement, nous n'allons pas décortiquer tout ce projet de loi gouvernemental, d'autant plus que, comme le disait notre invité, il y a plein de mesures très diverses. C'est un petit peu, en effet, un projet qui rassemble un certain nombre de propositions gouvernementales. Mais tout au moins, première réaction, Jean-Luc Mouton, par rapport à ce que dit ce représentant de la Ligue des droits de l'homme. Comment vous réagissez ? Ma première réaction, c'est de dire que quand on exagère, on fait jamais une bonne affaire. Enfin, je veux dire, de là à dire que les libertés en France aujourd'hui sont menacées, les pays où les libertés sont menacées sont dans un autre état que le nôtre. Enfin, je veux dire, il y a effectivement là des atteintes, peut-être, des risques, des dérives, etc. Mais je pense que dire d'emblée que nos libertés sont menacées,
Moi, je pense pas. On peut pas dire ça comme ça de ce pays. C'est vrai qu'il y a une surenchère. Ça fait je sais pas, quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur il y a quelques années, on était à 5-6 lois sur la sécurité. Ça fait la 8e, 10e, j'en sais rien. C'est vrai qu'on a l'impression que ce qui compte, c'est l'effet d'annonce. On est en période électorale, on a des élections régionales qui vont venir. On a l'impression que ce fourre-tout donne sens. Ce qui donne sens vraiment à ce fourre-tout, c'est que le gouvernement veut montrer que ce sujet de la sécurité, c'est son sujet. Alors, Aymeric Pourbet, vous partagez cet avis. Il ne faut pas exagérer. Il n'y a pas une atteinte aux libertés, mais c'est quand même un fourre-tout un peu électoraliste. Oui. Si je résume la pensée de Jean-Luc Mouton. C'est vrai qu'on peine à trouver une stratégie d'ensemble dans cette loi qui concerne, on l'a entendu, beaucoup de domaines. Maintenant, de là à dire que c'est un texte liberticide, je crois que la criminalité évolue, notamment avec les nouvelles technologies. Il ne me paraît pas anormal qu'une loi s'en préoccupe et essaye d'y répondre, de trouver des réponses appropriées. Maintenant, il y a aussi des vraies questions de fond qui se posent. Le nombre d'agressions à la personne ont augmenté. Et c'est vrai que l'accumulation des lois ne semble pas avoir résolu cette question-là. Donc la question, c'est peut-être l'évaluation de toutes ces lois par le passé, et celle-ci n'y fera pas exception, et puis de voir quelles sont les réponses appropriées. Jean-Luc Mouton, il n'y a pas en effet ce risque d'aller toujours plus loin en matière de sécurité? Moi j'ai l'impression que ce qui manque un peu, c'est une évaluation. Les politiques en France, on a du mal à évoluer ce qu'on a déjà fait. Pourtant, depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy, il y a bel et bien un bilan annuel qui est fait. C'est bien. Alors vous allez me dire, les chiffres peuvent être contestés? C'est évident, mais on a l'impression que parfois il y a des attitudes qui marchent bien, ou des lois qui pourraient marcher, ou des dispositions qui fonctionnent. Mais là, on nous fait des annonces générales. Est-ce qu'on a besoin, par exemple, l'annonce la plus extraordinaire dans cette affaire-là, c'était le couvre-feu pour les enfants de 13 ans. C'est vrai que ça marque, quoi. On a un couvre-feu, comme si on était en guerre, pour les mineurs de moins de 13 ans. Donc c'est quand même une mesure un peu, oui, qui frappe l'opinion. Mais est-ce que vous avez déjà vu beaucoup, est-ce que nos enfants, on les a laissés sortir à moins de 13 ans, en pleine nuit, en plus avec le froid qui fait ces temps-ci, ça n'a aucun sens. Que dans certains quartiers, il y a des vrais problèmes, qu'on applique à certains quartiers, d'accord, mais qu'on fasse une loi générale pour toute la France, en disant, il ne faut pas que les enfants sortent après, quand ils ont 13 ans, après 11h du soir, ou je sais pas quelle heure, 23h30. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est pas disproportionné? Est-ce que c'est pas essayer d'écraser un petit problème, une mouche avec un rocher? Enfin, on a l'impression qu'il y a une disproportion entre les problèmes réels, qui sont dans certains lieux, qui sont bien définis, et ce qu'on nous annonce comme mesure. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce quand même là-dedans. Alors, vous êtes d'accord, Aymeric? Oui, je pense qu'on ne se pose pas forcément les bonnes questions non plus. C'est-à-dire que si on prend cette question du couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans, c'est aussi un aveu d'impuissance de 40 années où on a laissé tomber toutes les questions éducatives. Je pense que la vraie question, elle est là. Où est l'autorité des parents dans cette histoire? Après, la loi, si ces mineurs sont des délinquants, ils tombent déjà sous le coup de la loi. Donc on n'a pas besoin de faire une loi spécifique. Oui. Alors, il y a bien entendu le problème que vous posez, c'est sur de l'usage pertinent des lois en France. On avait déjà abordé cette question à la faveur de cette affaire de la burqa. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop de lois ou pas assez de lois, ou des lois pas assez bien appliquées? Peut-être il y a ça. Peut-être qu'elles ne sont pas appliquées. On a l'impression que d'annoncer une loi, quand on a annoncé une loi, quand on a réuni des journalistes pour leur annoncer de nouvelles mesures, on a l'impression que le problème est réglé. Sauf qu'on n'a pas commencé à régler le problème. Moi, j'ai l'impression, ce qui me paraît, c'est une disproportion entre la réalité des problèmes. Aymeric le disait, c'est vrai que de dire qu'il n'y a pas de problème de sécurité dans notre pays, ce serait une absurdité. On voit là des gens, d'ailleurs, il y a une contradiction. On voit des enseignants qui se mobilisent, qui font grève actuellement à Vitry-sur-Seine, en région parisienne, pour réclamer des surveillances au lycée parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Il y a des vrais problèmes de sécurité dans ce pays, dans les quartiers, dans les lycées. Il y a une montée de la violence, notamment dans les écoles. Les gens qui sont professeurs nous disent souvent qu'on a beaucoup plus de difficultés aujourd'hui à faire régner un certain ordre dans les lycées et dans les classes qu'il y a quelques années. Donc il y a vraiment une montée de la violence, en tout cas des petits gestes agressifs et d'agressivité. Mais comment on traite ça? Est-ce qu'on traite ça avec des lois? Est-ce qu'on traite ça sur le terrain, au plus proche? Il me semble, moi, que la vraie manière, c'est d'aborder, Aymeric le disait, par les familles, mais aussi par les communautés éducatives, dans les quartiers. Police de proximité, je ne sais pas s'il faut revenir là-dessus, mais en tout cas, il y a quelque chose à faire au plus proche des gens. Et là, on nous donne des lois très générales où on mélange effectivement la délinquance grave, les trafics de drogue, le terrorisme, avec des problèmes de petits méfaits, de petits larcins qui sont du quotidien dans les lycées. C'est quand même pas le même sujet.
Alors, il y a une mesure autre, vous parliez du couvre-feu pardon, pour les enfants de moins de 13 ans. Il y a une autre mesure phare, c'est la multiplication des caméras de vidéosurveillance, on dit maintenant de vidéoprotection. Alors là aussi, tout le monde en parle pour savoir si on a envie ou pas d'être filmé en permanence. Est-ce que vous croyez, Aymeric Pourbet, qu'il peut y avoir là une atteinte en quelque sorte un peu sournoise aux libertés d'être discret, de se déplacer où on veut sans être vu ? Je crois qu'il faut être assez lucide sur la situation existante aujourd'hui. Je veux dire, on est de toute façon, quoi qu'on fasse, qu'on passe un coup de téléphone avec un téléphone mobile, une carte bancaire, de toute façon, on laisse des traces partout. Donc, si on n'a rien à se reprocher, après tout, la vidéoprotection, pourquoi pas ? Je veux dire, si ça peut permettre de démasquer les délinquants, les criminels plus vite, très bien. En revanche, ce qui me paraît plus important, c'est que ça ne va pas empêcher les empêcher de commettre les actes de délinquance ou les actes criminels. Donc, c'est une réponse technicienne, mais je pense qu'il manque un aspect humain aussi, qu'on pourra peut-être évoquer par la suite. Alors, les caméras de vidéoprotection sont nombreuses à Londres, elles le sont aussi à Miami. À Londres, on dit que ça marche bien. À Miami, on dit que ça n'a pas d'effet spectaculaire. Qu'en pensez-vous, Jean-Luc Mouton ? L'idée, c'est quand même... peut-être qu'il faut démontrer plus. L'aspect dissuasif, peut-être... Aymeric disait que c'était pas forcément très efficace, mais si on voit qu'il y a des caméras partout, peut-être si ça sait que certains endroits sont très surveillés, peut-être qu'on aura moins de vols à l'arraché. C'est possible. Je crois qu'il y a aussi, et là, il faut peut-être jouer sur l'annonce. Là, pour le coup, l'annonce est peut-être valable. Si on dit que sur les Champs-Élysées, il y a des caméras partout et que les moindres agressions sera vue, peut-être qu'effectivement, ça peut empêcher. C'est vrai qu'à Londres, ça a fonctionné. Alors pourquoi ça fonctionne pas à Miami ? Moi, j'ai pas de solution. Aymeric ? Non, je crois que ce qui est important, c'est que ça ne remplace pas la présence sur le terrain. Je crois que ça, c'est vraiment la difficulté de cette loi, hein, c'est que j'ai l'impression quand même que ça masque une diminution des moyens, hein, que ce soit en nombre de voitures ou de présence sur le terrain, et rien ne remplacera cette présence humaine, parce que c'est de la prévention, c'est aussi empêcher effectivement que les actes de délinquance se produisent, et une caméra, malgré tout, ça reste une caméra. Alors, tout le monde semble d'accord pour faciliter la chasse aux criminels, bien entendu. Là, il y a une majorité, mais on sent bien qu'à travers ces questions de caméras de surveillance, à travers ces mouchards qui pourraient être intégrés dans les ordinateurs, là, c'est plutôt la réaction de la Ligue des droits de l'homme à laquelle je me réfère, c'est cette notion de liberté individuelle. Est-ce que vous pensez que pour qu'une société soit plus sûre, il faut un petit peu rogner sur les libertés individuelles ? Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question, c'est difficile. Et de toute façon, je crois, Aymeric le disait, on est tous d'accord, nos sociétés ne vont pas vers plus de liberté, on va vers plus de contrôle. À tout point de vue, même, je sais pas, au niveau de la consommation, au niveau... Non, on a des normes, on nous impose de plus en plus de normes à la construction, à la consommation, pour la santé, dans tous les domaines de la vie. Et je pense qu'on est de plus en plus encadré par la loi. Alors, est-ce que c'est en principe pour notre sécurité, pour notre santé, pour prévenir toutes sortes de choses? Mais c'est vrai que les libertés, on a l'impression que nos sociétés sont moins de sociétés de liberté. On a des domaines, je crois il faut veiller, il faut être attentif. Je pense que la Ligue des droits de l'homme fait un travail véritable en disant la remarque qui était faite, à savoir qu'on met des vidéos de surveillance sur un endroit où des gens défilent, où il y a des défilés syndicaux, ça, si c'est vrai, c'est un vrai problème. Je pense qu'il faut faire attention, il faut quand même limiter l'intrusion de Big Brother et de l'État, de l'œil qui nous regarde, qui nous surveille. Je crois que là, il y a quand même des vigilances à avoir. Aymeric Pourbet, vous avez un téléphone portable, on peut savoir très facilement qui vous allez appeler ou qui va vous appeler aujourd'hui, on va savoir quel moyen de transport éventuellement vous avez utilisé, dans quelle rue vous êtes passé, mais aussi sur votre ordinateur, on peut aller venir voir. Ça vous paraît inquiétant ? Oui, d'une certaine manière, c'est vrai que ça peut être inquiétant si tout cela était mis dans des mains ayant de mauvaises intentions. Mais en même temps, je crois qu'il faut remonter aussi un peu à l'origine, c'est-à-dire que en Allemagne, par exemple, ils ont voulu filtrer, comme la loi le propose, la loi française le propose, les sites internet à caractère pédopornographique. Et puis ils sont revenus en arrière en se disant finalement, il vaut mieux les interdire en amont, à la source, plutôt que de chercher à filtrer finalement Internet. C'est vrai qu'il est un vaste réseau dont il est difficile de contrôler. Bon, je crois que la question, elle est, est-ce que oui ou non, ces sites sont néfastes ou pas pour les enfants, pour aussi les adultes? Et si c'est néfaste, il faut pouvoir se dire non, ce n'est pas nécessaire. Je crois qu'on vit encore un peu sur un mode issu de mai 68 où il est interdit d'interdire. Et je crois que ça, il faut en sortir parce que, de fait, tous les sites ne sont pas bons pour tout le monde. Alors c'est aussi un aspect non négligeable, Jean-Luc Mouton. On voit que la Chine vient de vouloir interdire en amont, donc comme vous le disiez, tout ce qui concerne la pornographie enfantine sur Internet. Alors il vaut mieux interdire en amont ou contrôler éventuellement, faire la police
en aval. De toute façon, ce qu'a fait la Chine, quand même, c'est que là aussi, c'est un prétexte. La Chine a prétendu qu'elle s'occupait des sites pornographiques et en fait, elle veut contrôler sa population. Et c'est vrai que les moyens techniques que nous avons aujourd'hui permettent un contrôle absolu de nos populations, ce qu'on disait, des populations. Savoir à qui on téléphone, quels sites on visite, quels sont nos intérêts, quels sont nos choix. Tout va bien quand on est dans une société démocratique et nous étonnons beaucoup, mais tout risque d'aller très très mal et très vite si on était dans une société totalitaire. Et là, c'est le cas en Chine. Donc moi, je pense que ce combat pour les libertés, la liberté étant quand même un des biens, quand on voit visiter des sociétés où il n'y a pas de liberté démocratique, pas de liberté d'exposer des opinions différentes, où il faut penser de telle ou telle manière, on voit bien l'importance de ce bien que nous avons reçu en héritage de notre histoire. Moi, je pense qu'il y a aussi un lien avec l'Évangile, avec notre foi. Si nos libertés sont menacées, il faut les défendre. Alors, il ne faut pas non plus faire peur stupidement aux gens, mais je pense qu'il y a une vigilance à avoir par rapport à nos libertés, parce que la technique permet aujourd'hui de tout faire. Et il faut limiter la technique comme il faut limiter le pouvoir de l'État et de toutes les puissances qui sont autour de nous. Alors, limiter, contrôler, réguler, il existe une commission, la Commission nationale de l'informatique et liberté. Est-ce que vous pensez, Aymeric Pourbet, que la démocratie française a des outils pour en fait éviter qu'on aille trop loin ou qu'on fasse un peu n'importe quoi sous prétexte de sécurité? Oui, à partir du moment où ces commissions sont indépendantes, effectivement, et ont aussi les moyens d'enquêter, de s'exprimer, de publier leurs rapports. Je pense qu'il faut effectivement peut-être mettre en place des contre-pouvoirs à ce pouvoir grandissant de la technique et de ceux qui l'utilisent. Alors, est-ce que c'est au niveau parlementaire, au niveau d'une commission? Est-ce que c'est au niveau de l'opinion? Comment ça peut se passer, ces contrôles? Parce qu'en effet, en France, on se dit on est dans une démocratie. Théoriquement, on n'est pas en Chine. Donc, théoriquement, les contrôles existent. Mais on voit bien qu'il peut y avoir quand même des dérives. Mais ce qui me semble, c'est qu'on fait des lois générales. C'est le défaut de la loi. Il y a des problèmes particuliers. Par exemple, dans les cités ou dans certains collèges, il faut s'attaquer à ce problème localement et pas imposer à tout le monde d'être fiché, contrôlé. Il y a des tas d'endroits où c'est totalement inutile. Ce qui est un peu embêtant avec cette histoire de la sécurité, du contrôle, c'est que c'est un clivage politique. Ça. On dit la droite, elle est sécuritaire, elle contrôle, elle tient à cette sécurité, et la droite et la gauche est laxiste, et on peut tout faire. Elle parle que de prévention et de social. Mais il faut faire les deux, il faut faire tout ça. Il n'y a pas de débat d'opposition radicale. Il faut à la fois préserver nos libertés, il faut à la fois empêcher les méchants et ceux qui sont dangereux de nuire, mais il faut prévenir les choses sur le plan local et pas nous mettre sans arrêt des lois qui sont totalement efficaces pour une grande partie de la population. Alors, juste équilibre, mais donc, liberté, sécurité, on revient à notre question de base. Pas facile, la synthèse. De toute façon, dans toute société, il y a toujours eu un compromis. Effectivement, la liberté n'est pas absolue et la sécurité, c'est aussi une des premières libertés dont la population a besoin. Donc, je pense que c'est un compromis. Mais moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que derrière ça, je pense qu'on oublie, ce que je disais tout à l'heure, il faudrait une vraie politique éducative, avant tout, et qu'on a peut-être oublié depuis des années, et on n'a pas forcément mis les moyens dessus. Voilà. Après, on peut faire tout ce qu'on veut, il faut veiller effectivement à ce que ça n'aille pas trop loin dans la privation de liberté. Alors, ça me fait penser quand même à un autre aspect qu'on évoquait sur le rôle et l'utilité des lois. On a également remarqué en France qu'à la faveur de faits divers, qui suscite une émotion tout à fait légitime dans l'opinion. Ça a été le cas tout à fait récemment avec le meurtre d'un couple dans son pavillon. On sait qu'à la faveur de ces événements, de ces faits divers, il y a des projets de loi qui arrivent comme ça, probablement sous cette influence. Est-ce que vous pensez que c'est un peu excessif, ou est-ce que c'est la logique d'un jeu démocratique? C'est la logique d'un jeu médiatique. Je dirais aujourd'hui, on a une émotion, on attend, nous faisons ça. Il y a un fait divers, on va interroger les politiques, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les politiques ils vous disent systématiquement, on va faire une nouvelle loi, on va ajouter une loi. Sauf que peut-être il y avait quelque chose à faire très concrètement, peut-être ce cas est tout à fait exceptionnel, et ça ne se reproduira pas. Mais moi je pense qu'on est dans des élections régionales, locales, je pense qu'il faut faire confiance aux pouvoirs locaux. On a l'impression que tout doit venir, l'impulsion doit venir de l'Élysée, du gouvernement. Non, je crois qu'il y a des gens sur les terrains, il y a des éducateurs, il y a des professeurs, il y a des gens qui accompagnent, il y a aussi des communautés chrétiennes et autres. Sur le terrain, peut-être c'est sur place qu'on doit s'organiser. Moi, je pense qu'il faut aller plus vers une société de responsabilité de ceux qui peuvent faire, plutôt que de laisser penser que l'État peut tout gérer en faisant quelques lois au niveau général. Non, c'est concrètement, c'est dans les familles. Aymeric le disait, c'est nous qui avons une responsabilité éducative, c'est la première, la principale, et puis c'est tous les gens qui sont sous ce chaînon, qui participent à l'éducation, notamment de nos jeunes. Donc pas trop de place à l'émotion, mais néanmoins l'émotion traduit bien les sentiments généraux d'une opinion.
Moi, je serais un petit peu différent de ce que dit Jean-Luc, c'est-à-dire que ça ne me choque pas qu'on réagisse, qu'une loi soit une réaction à un fait divers, parce qu'un fait divers comme Outreau, par exemple, révèle un véritable problème de société, et donc peut-être une réforme de la justice. Bon, maintenant, c'est la réponse qui est donnée qui me choque plus, c'est-à-dire pourquoi aggraver des peines lorsque l'agression se commet contre des personnes âgées, à ce moment-là, et pourquoi faire différemment pour les femmes, etc. Enfin bon, on en sort plus. Si on commence à différencier des catégories de population, là, je pense qu'on ouvre la porte à quelque chose qu'on ne maîtrisera plus. Alors, il y a eu des... C'est ce qu'on fait aujourd'hui, oui. C'est-à-dire qu'on sectorise un peu la société, hein, les jeunes. Alors maintenant, d'ailleurs, c'est très grave, ça. On met les jeunes de moins de 13 ans, ce sont des enfants. Et donc, on a l'impression que les enfants nous menacent. Une société qui a peur de ses enfants, c'est quand même un peu inquiétant, non? Enfin, bon, alors, petite remarque en passant. En arrière-plan de ce que l'on évoque, on sait bien qu'il y a eu parfois des petits affrontements verbaux, tout au moins, entre, d'un côté, le ministère de l'Intérieur, de l'autre, le ministère de la Justice. Est-ce que vous pensez qu'ils sont tout à fait symboliques de ce qui peut se passer dans une société où on veut accorder tantôt la priorité à la sécurité, tantôt à une forme de justice? Et c'est normal que ça soit en tension permanente? Moi, je trouve que c'est plutôt sain. C'est vrai qu'un ministre veut marquer son empreinte sur le plan sécuritaire, en montrant bien que la police est présente et qu'ils sont protégés. Et puis, il y a une autre ministre qui rappelle le droit et la loi, parce que la loi est un principe que nous avons choisi de nous mettre au-dessus de chacun. Et donc, la loi nous protège aussi, donc nous protège nos libertés. Et pas seulement nous protège contre les méchants et les violents. Alors, c'est un peu aussi l'exemple des gardes à vue. Il peut y avoir un système, a priori, sur le papier qui fonctionne bien, et puis on peut éventuellement assister à des dérives, Émeric? Oui, je crois que de toute façon, effectivement, comme le dit Jean-Luc, il est sain qu'il y ait des divergences entre ministres, qu'elles s'expriment, qu'on en discute. Maintenant, moi, c'est vrai que je suis assez sensible à l'argument de Michel Alliot-Marie, donc ministre de la Justice, qui consiste à dire il y a 40% des lois qui ne sont pas appliquées, donc commençons par les appliquer. Et ça, je trouve que c'est plutôt une réflexion, effectivement, sur l'inflation. Qui n'ont même pas de décret d'application. Donc là, on a l'impression vraiment que la loi, c'est surtout de l'effet d'annoncer. Trop de lois tue la loi. On la connaît plus aujourd'hui, c'est ça qui est grave. Eh bien, sur votre dernière formule, Jean-Luc, je vous propose de passer à notre rubrique Contrepoint. Lors de liberté, sécurité, d'autres thèmes, je suppose, ne vous ont pas échappé. Nous sommes notre journal s'est beaucoup mobilisé sur Haïti. Vous savez qu'Haïti, il y a 40% de protestants, peut-être pas seulement à cause de ça, mais il y a une fédération d'églises protestantes à Haïti avec laquelle nous sommes en rapport. Nous avons une journaliste qui est partie là-bas. Et nous avons fait un peu, j'ai organisé cette semaine une grande réunion à l'Oratoire du Louvre, et nous avons pris l'engagement de ne pas oublier Haïti. Parce qu'aujourd'hui, l'émotion, on parlait de l'émotion va passer. Il disparaît aussi. Et ça va disparaître de l'actualité. Or, le pays est totalement détruit. Ce que nous a rapporté notre journaliste est effrayant. Même personne n'a de moyens pour faire face à la réalité des problèmes qui sont là-bas. Donc on s'est promis de ne pas oublier Haïti et de régulièrement donner des nouvelles de toutes les opérations qui sont menées. Il y a beaucoup de ONG qui sont là-bas. Le problème, c'est la coordination de toutes ces interventions. Et les problèmes sont immenses pour ce pays. Donc on s'est promis, et c'est ce que je dis à l'antenne, de ne pas oublier ce qui se passe là-bas. Pour ne pas oublier aussi, on peut peut-être aussi rappeler, je suppose de votre côté, Radio Notre-Dame aussi, je pense, était présent. Oui, et puis c'est vrai que Radio Notre-Dame et l'ensemble des radios chrétiennes, je crois que c'est important de le souligner, il y a un effort d'unité justement pour reconstruire Radio Soleil, qui est la radio catholique d'Haïti. Et je pense que voilà un bel exemple on peut se réunir autour de ce dont parlait la semaine dernière Jean-François Baudin pour RCF. J'imagine. Alors, votre contrepoint, Émeric Courbet? Alors mon contrepoint, ce serait plutôt un coup de cœur pour le ministre de l'Éducation, on parlait d'éducation tout à l'heure, Luc Châtel, qui a renoncé à soutenir une œuvre cinématographique qui s'appelle Le baiser de la lune, qui est quand même une œuvre de propagande un peu en faveur de l'homosexualité et à destiné à des élèves de CM1, CM2. Je pense que c'est pas le rôle forcément de l'Éducation nationale de se préoccuper de ce genre de thème et il a renoncé à le soutenir, donc bravo à lui. Alors on en avait déjà parlé, comme par hasard, la semaine dernière, par le biais d'un de nos autres invités. Ça vous a fait réagir aussi, Jean-Luc Mouton, cette querelle sur ce projet? Il y a un lobby très fort aussi qui veut à tout prix qu'on banalise et qu'on parle de l'homosexualité aux enfants les plus jeunes. Je suis un peu d'accord, je ne sais pas si ça a une grande utilité. Il parle de la 6e. En CM1, CM2. C'est quand même, je ne sais pas si c'est vraiment, les enfants ont déjà du mal à se constituer, à être. Évidemment, il ne s'agit pas de cacher ces questions-là, elles n'ont pas tout à fait droit de citer dans l'école, mais il me semble quand même qu'il y a d'autres priorités éducatives que celles-ci quand on est au CM1, CM2. Est-ce que vous craignez que ceux qui ont critiqué ce projet soient taxés eux-mêmes d'être opposés à l'homosexualité? Ça risque bien d'arriver.
Oui, c'est vrai qu'il y a une bataille médiatique sur ce point. En même temps, je pense qu'on peut exprimer un point de vue divergent, on parlait de liberté d'expression tout à l'heure, sans forcément attaquer les personnes. Et je crois que c'est le cas. Là, on parle de la société, de l'enjeu des enfants, et ça vaut le coup d'y arrêter quand même 2 minutes. L'enjeu éducatif qui n'est pas tout à fait la même chose que de d'homophobie. Enfin, il ne s'agit pas d'homophobie, il s'agit d'éducation. Très bien. Mais écoutez, je pense qu'il faudra qu'on revienne aussi sur ce sujet naturellement. Cette émission s'achève. Vous pouvez la revoir sur notre site internet www.ktetv.com, soit pour la regarder, soit pour agir naturellement. Il me reste à vous remercier, Jean-Luc Aymeric, d'avoir participé à cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir.